Merci d'être avec nous en plateau du Morning, deuxième et dernière semaine de négociations à la COP21. Les négociateurs ont passé le relais au ministre et le temps presse. Un accord est attendu pour ce vendredi. John Kerry, le secrétaire d'État américain, est de retour à Paris depuis hier soir pour montrer sa détermination. Julia Ganancia. Les choses sérieuses commencent au Bourget. C'est une semaine décisive pour l'avenir de la planète. Les ministres chargés de finaliser un accord universel pour contenir le réchauffement à plus de 2 degrés ont 5 jours pour y parvenir. Pour le président de la COP21, l'ébauche d'accord actuellement sur la table constitue un progrès. Il souhaite que l'accord final puisse être signé dès jeudi pour permettre son adoption le lendemain. Donc il reste beaucoup de travail, mais l'esprit est positif. Et je remercie chacun de ce qu'il fait pour avancer vers l'accord universel dont nous avons besoin. Et pour maintenir la pression, plus de 70 scientifiques remettent à François Hollande un appel contre le réchauffement climatique. Autour de cette table, les signataires ont tous été récompensés par le prix Nobel. Cette dernière semaine sera menée de front par les ministères des 195 États membres qui devront négocier les derniers points cruciaux, car le temps presse. Même si l'accord prendra seulement effet en 2020, le secrétaire général de l'ONU exhorte les États à réviser leur engagement avant cette date. La catastrophe climatique nous guette. Le monde attend de vous plus que des demi-mesures et des démarches progressives. Il réclame un accord porteur de transformation. Autre signe que l'effort est à son maximum, le chef de la diplomatie américaine est arrivé ce lundi au Bourget. Arborant une cravate vert vif, il s'est immédiatement entretenu avec son homologue français Laurent Fabius. Responsables politiques et entreprises affichent à la COP21 leur volonté d'accélérer la transition énergétique malgré les réticences de certains pays très dépendants des sources fossiles. Les pays développés ont déjà mobilisé 10 milliards de dollars de financement public pour les énergies vertes en Afrique. Voilà, et depuis Paris, on retrouve Christian Mallard. Christian, vous suivez cette COP21 pour nous. Alors, on l'a vu, John Kerry est arrivé à la rescousse hier soir à Paris. Quelle est sa mission ? Écoutez, d'abord, l'Amérique est un des plus grands pollueurs de la planète avec la Chine, ne veut pas apparaître comme étant l'empêcheur de tourner en rond, comme ça avait été le cas il y a 6 ans à Copenhague. Donc c'est clair, les Américains sont là, veulent essayer de contribuer à l'effort de réussite. C'est vrai qu'il y a les 2 jours les plus cruciaux que vous mentionniez à l'instant, qui seront jeudi et vendredi. Finalisation de l'accord normalement jeudi, et puis soumis à approbation vendredi. Mais il y aura quand même des points noirs, parce que les Américains, si vous voulez, ne veulent pas vraiment participer au financement de la lutte contre le réchauffement climatique. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de mettre sur la table 100 milliards de dollars d'ici à 2020 pour aider les pays riches, les pays pauvres, les pays en voie de développement. Et là, on sent bien que les Américains sont réticents. Et ils sont aussi réticents pour les dédommagements concernant les catastrophes climatiques qui touchent un certain nombre de pays et des îles en particulier qui sont présentes parmi les 195 pays au Bourget. Donc ça pose un problème. La crise économique est là. Est-ce qu'elle sera encore là en 2020 ? Ça, nul ne peut le dire maintenant. Mais on sent bien qu'il y a des réticences dans ce domaine. Voilà, beaucoup de désaccords qui persistent. Et puis Christian, on sent des discussions aujourd'hui, une taxe sur les transactions financières qui pourrait contribuer au financement de cette somme dont vous parliez, ces fameux 100 milliards de dollars nécessaires à la transition énergétique. Est-ce qu'un accord est possible sur cette question ? Vous savez que l'un des premiers à avoir agité le chiffon dans ce domaine, ça a été François Hollande lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier. Il avait parlé de cette taxe sur les transactions financières. Alors un certain nombre de pays sont pour, d'autres sont contre, et puis on entend bien les milieux financiers, certains qui sont quand même très réticents. Mais il y a aujourd'hui à Bruxelles, depuis hier soir, et ça se poursuit encore toute la journée, une réunion des ministres européens, et on doit en discuter. Alors c'est vrai que si à l'issue de cette réunion ce soir, on apprenait qu'on est assez d'accord pour cette taxe sur les transactions financières, ça pourrait permettre peut-être une contribution, à un accord final. Mais on n'en est pas là. Merci pour vos précisions, Christian. Et puis c'est presque de l'alchimie. Pendant que les pays, on vient de le voir, les pays du monde entier sont réunis à Paris pour cette COP et tentent d'endiguer les émissions de CO2, eh bien, une start-up israélienne veut utiliser le dioxyde de carbone justement pour le transformer en énergie. Explication, Benjamin Le Souef.
Ils ne transforment pas le plomb en or, mais leur projet pourrait devenir une réponse crédible à l'excès d'émissions de CO2 et permettre de lutter contre le réchauffement climatique. En utilisant le gaz carbonique comme matière première, la start-up New CO2 Fuel fait d'une faiblesse une force. Elle crée un gaz synthétique aux applications industrielles multiples, comme du carburant, des matières plastiques, des fertilisants et bien d'autres encore. In the last 2 decades, people really looked at CO2 as Au cours des 2 dernières décennies, les gens ont véritablement considéré le dioxyde de carbone comme quelque chose à jeter ou à enfouir dans des sites dédiés. Ces dernières années, des personnes ont réalisé que la bonne voie à suivre était de traiter le dioxyde de carbone comme une matière première et de voir ce que l'on pouvait faire avec pour être plus intelligent, si vous voulez, avec l'utilisation de cette ressource. Comment ça marche ? Après 8 années de recherche de pointe, la start-up a mis au point un prototype de réacteur. Dans ce réacteur, on associe du dioxyde de carbone et de l'eau pour en extraire de l'oxygène d'une part et de l'autre du syngas, du gaz de synthèse, une combinaison d'oxyde de carbone et de dihydrogène. C'est à Rehovot, à l'Institut Weizmann, que les scientifiques perfectionnent leur prototype. Aucune utilisation d'énergie fossile, le réacteur fonctionne à l'énergie solaire. L'objectif est d'avoir un système basé sur l'excès de chaleur produite par les installations industrielles. Et en utilisant la technologie solaire, on peut capturer le CO2 des installations industrielles, utiliser l'excès de chaleur et produire du gaz de synthèse. Nous préférerions produire du carburant parce qu'il est la marchandise hydrocarbonée la plus importante. Israël n'est pas seul à s'être engouffré dans l'exploration de cette innovation. Les États-Unis, la Chine et l'Europe se sont lancés dans une course mondiale pour devenir le premier à débuter une exploitation à l'échelle industrielle et réussir à s'imposer comme le leader du nouveau marché du CSU pour captage, stockage et utilisation du carbone. La start-up New CO2 Fuel envisage une arrivée sur le marché pour 2018, un marché dont on estime le potentiel à 24 milliards de dollars. Et la limitation de l'émission de ce fameux CO2 est bien au centre des discussions de ces COP21. C'est l'enjeu principal. Mais qu'est-ce que c'est le CO2 ? On tente d'y voir plus clair. Avec vous, Julien, vous essayez de nous donner une petite leçon ce matin. Je vais essayer de te donner une petite leçon parce que c'est encore le matin. On va essayer de pas trop effrayer la population avec des explications chimiques. Donc on va faire simple. Alors concrètement, le CO2 qu'on appelle également dioxyde de carbone. Tout d'abord, c'est un gaz. Il faut bien comprendre. Il est incolore. Il n'est pas toxique et ses sources naturelles sont nombreuses. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, vous savez, des voitures, etc. Mais il y a aussi des sources naturelles de ce gaz, comme les éruptions volcaniques. Vous vous souvenez, à chaque fois qu'on parle d'une éruption volcanique, on dit qu'il y a une vague de pollution parce que ça émet des gaz, les respirations des plantes, les animaux, les hommes, les incendies. Donc il y a beaucoup de sources naturelles et le CO2 est le responsable, ce gaz est le responsable principal du réchauffement climatique. C'est pour ça qu'on en parle tant. Alors, comment on émet du gaz de CO2 ? Eh bien, il y a, donc je vous ai dit, les sources naturelles, mais pas uniquement. Il y a également l'industrie. C'est là qu'il y a plus de pollution, notamment par le pétrole, le gaz, le charbon. Et en fait, la planète est capable d'absorber une partie de ces gaz par les océans, par les forêts, mais cette capacité de stock, si vous voulez, arrive à saturation et c'est là que le problème se concentre. Lorsque les capacités de stockage des gaz arrivent à saturation, et bien c'est là que le problème se crée. En fait, si vous voulez, vous voyez l'image d'une serre avec les plantes. Il faut imaginer que la serre arrive à consommer une partie des gaz, mais une partie reste, si vous voulez, dans l'atmosphère et c'est là que se crée le problème du réchauffement climatique lorsqu'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère et qu'il n'est pas stocké. Jusque-là, c'est très clair. Jusque-là, c'est très clair. Alors, pour bien comprendre, Julien, les nuisances causées par le CO2, 1 kg de CO2, par exemple, ça correspond à quoi ? Alors là, on va être plus précis et plus concret pour montrer aux téléspectateurs de quoi il s'agit. Regardez ces quelques chiffres. Eh bien, 1 kg de CO2, ça équivaut, par exemple, à brûler 0,4 litres d'essence, à produire 5 kg de pommes de terre ou à recycler 2 iPhones. Donc ça, c'est dans la vie de tous les jours. Mais dans les transports, regardez concrètement à quoi ça ressemble. 1 kg de CO2, c'est 5 km en voiture, 10 km en avion pour un vol Europe, 25 km en autocar et 250 km en voiture électrique. Bref,
Il vaut mieux prendre la voiture électrique que la voiture à essence. Absolument. Et puis la question, à 100 milliards de dollars, c'est le cas de le dire, comment peut-on limiter ces fameuses émissions de CO2 ? Alors, il y a plusieurs exemples. Pour commencer, puisqu'on était dans les transports, on va commencer par ça. Donc, utiliser plutôt les transports en commun, rouler dans des voitures qui consomment moins. Ensuite, il faut se chauffer à bon escient, c'est-à-dire bien isoler sa maison, parce que quand la maison est bien isolée, eh bien, il fait moins chaud à l'intérieur l'été, moins froid à l'intérieur l'hiver, donc moins besoin d'utiliser le chauffage. Il faut s'éclairer avec des ampoules qui économisent de l'électricité. On peut économiser jusqu'à 80% d'énergie grâce à des bonnes ampoules. Et enfin, se nourrir, bon là c'est le plus compliqué, se nourrir dans le noir exactement. Et enfin, se nourrir à bon escient, ça veut dire quoi ? Utiliser les produits locaux en défavorisant l'importation, donc les transports, etc. Mais ça veut dire renoncer au steak d'Amérique du Sud, par exemple. C'est un peu plus compliqué. Pourquoi pas ? Ou devenir végétarien, c'est une option aussi. Non. Merci Julien. Et pendant ce temps, plus sérieusement, ce nouveau record de pollution de l'air à Pékin. Regardez ces images. Pour la première fois, la capitale chinoise lance l'alerte rouge, niveau maximal de la pollution atmosphérique. Elle implique immédiatement l'arrêt de tous les chantiers de construction en extérieur et la fermeture de l'ensemble des écoles de la ville. La mégalopole restera enveloppée dans cet épais smog au moins jusqu'à jeudi. Et en pleine COP21, cette question, on parle pratique toujours. Quelle maison des 3 petits cochons est la plus éco-responsable ? Paille, bois, briques. Pour tous ceux qui veulent construire une maison 100% green, Betsavé, vous avez les réponses. Ça fait beaucoup rire Julien. En tout cas, c'est la rédaction du Figaro Immobilier qui s'est posé cette question qui nous a intéressés nous aussi, quand bien même les cochons étaient plus soucieux du loup que du climat et encore moins de la COP21. On peut se demander lequel du coup des 3 ferait le meilleur modèle éco-responsable. Alors, la paille, est-ce que c'est improbable ? Sachez que selon le réseau français de construction de paille, et oui, il y aurait déjà en France 3500 bâtiments de ce type à travers la France. Et chaque jour, il y en a plus qu'un qui est construit, puisqu'il y en a 500 nouveaux chaque année. Alors, l'intérêt de cette maison en paille, il est surtout écologique, puisque la paille est biodégradable. Elle est accessoirement bon marché. Et puis, une fois dedans, c'est un excellent isolant thermique. Comme l'a dit Julien, du coup, c'est éco-responsable. Le petit cochon, d'ailleurs, a déjà enlevé le bas, tellement c'est isolant. Isolant, donc, vous permettant un peu de fraîcheur en été, un peu de chaleur en hiver. Et en parlant de chaleur, attention aux préjugés. La paille résiste plutôt bien au feu, en fait, parce qu'elle ne contient pas d'oxygène nécessaire et à la pluie, à la combustion. On met des photos au mur. La pluie, il y a plein de trucs. Vous pouvez prendre un petit bout de paille, faire un petit nœud tout joli, etc. Alors la paille, en vrai, voilà, ça donne ça, plutôt sympa, si vous n'avez pas peur du loup. Donc, alors, je vous propose de passer au bois, peut-être un petit peu moins hippie, un peu plus classe. Alors, sur le plan écologique, ce type de construction n'a qu'un faible impact. Là encore, isolant aussi bien, beaucoup plus isolant thermique que les matériaux classiques. Côté budget, le bois permet donc des économies d'énergie allant, attention, jusqu'à 80%. Ça va vous intéresser. Et puis, isolant acoustique aussi, si vous aimez chanter à la maison, Barbara. Alors, le problème, comme la paille, le bois, c'est léger. Ça veut dire que si vous êtes sur un terrain où ça souffle fort, votre maison, elle risque de tanguer, effectivement. Alors, le bois, en vrai, ça donne ça. Voilà, ça fait un peu chalet. Ouais, c'est chalet. Pourquoi pas. Et puis, dernière option, 3e petit cochon, c'est la brique. La brique, voilà, c'est le petit cochon qui nous a fait ses preuves. Il n'a plus à faire ses preuves en France, très populaire, utilisé depuis des centaines d'années. D'ailleurs, la brique en terre cuite reste le matériau préféré des Français pour la construction d'une maison. Pour construire la brique, vous avez toutes sortes d'options. Vous ajoutez de la terre, du ciment, des fibres de bois, de l'argile, du sable, en fonction de si vous êtes plus ou moins écolo. La brique, en vrai, ça donne ça. Voilà. Une maison classique, quoi. Voilà, ça fait un peu plus... oui, c'est moins charmant quand même. Bref, les 3 petits cochons, en tout cas, sont tous les 3 aussi écolos. Alors, comment est-ce qu'on pourrait les départager ? Grâce à la provenance des dits matériaux. En effet, en fonction de la distance, il y a plus ou moins d'émissions de CO2, de dioxyde de carbone dans l'air, et donc plus ou moins de déchets dans la nature. Pour l'importation de l'alimentation, finalement. Et donc, on choisit quoi entre les 3 petits cochons ? C'est celle qui vous fait plaisir, Barbara. Bon.